Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à l'audition hier de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé devant les sénateurs de la commission des lois sur son projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Alors depuis le 14 novembre 2015, la France vit sous le régime de l'état d'urgence. Nous en sommes à la 6e prorogation qui a été adoptée mardi par le Sénat, qui va être débattu aujourd'hui par l'Assemblée nationale et vraisemblablement adopté. Les différents gouvernements depuis 2015 ont toujours reconduit l'état d'urgence car ils ont considéré que l'on était toujours dans un état de péril imminent. Mais voilà, cela est contradictoire avec le principe même de l'état d'urgence qui doit rester un régime d'exception temporaire et justifié par des circonstances exceptionnelles. D'où ce projet de loi soutenu par Gérard Collomb qui a pour objectif d'inscrire l'état d'urgence dans le droit commun. Voilà, cela inquiète cependant de nombreuses associations de défense des libertés et les magistrats également. Le syndicat de la magistrature estime que ce projet de loi représente un danger pour nos équilibres démocratiques car il inscrit l'état d'urgence dans le droit commun, car il accroît les pouvoirs de police et parce qu'il permet des mesures restrictives de liberté sur la base d'éléments recueillis par les services de renseignement sans que cela soit sous l'autorité du juge judiciaire. Tout de suite donc, retour à l'audition de Gérard Collomb. Monsieur le ministre d'État, je vous remercie d'avoir accepté cette audition sur l'important projet destiné à renforcer la sécurité intérieure dont le Sénat aura à débattre sur le rapport de Michel Mercier dans les semaines qui vont venir. Nous étions lundi au Congrès, réuni à l'initiative du président de la République, et il a abordé cette question dans des termes qui, je dois dire, me conviennent parfaitement. Le code pénal, je le cite, tel qu'il est, le pouvoir des magistrats tel qu'il est, peuvent nous permettre d'anéantir nos adversaires. Cela ne contredit pas la nécessité, je le sais bien, de prendre des mesures d'ajustement de notre législation. Je veux toutefois rappeler qu'avec notamment la loi sur le renseignement, la loi du 3 juin 2016 et la loi du 21 juillet 2016, nous avons déjà introduit dans notre arsenal juridique de nombreuses dispositions renforçant les pouvoirs de la police, les pouvoirs de la justice, aussi bien ceux du parquet que ceux de l'instruction, mais également les possibilités d'aggraver la répression que le tribunal prononce. Alors, Monsieur le ministre d'État, nous serons évidemment ici au Sénat, comme je l'ai dit hier à propos de la reconduction de l'état d'urgence, très attentive, comme je sais que vous l'êtes vous-même, au fait que les nouveaux moyens que vous nous demandez de vous accorder soient réellement nécessaires, bien sûr, mais soient également tout à fait conformes à nos traditions juridiques et aux différents éléments qui constituent notre état de droit, notamment s'agissant de l'intervention nécessaire du juge judiciaire en application de l'article 66 de la Constitution à chaque fois que la garantie de la liberté individuelle est en cause. Nous aurons à vous poser certainement, mes collègues le feront, et le rapporteur, M. Michel Mercier, ancien garde des Sceaux, le fera en premier. Nous avons un certain nombre de questions à vous poser sur le régime des nouvelles assignations à résidence que vous souhaitez établir, sur le nouveau régime de perquisition administrative avec l'intervention du juge des libertés et de la détention que vous souhaitez mettre en place, mais aussi sur les pouvoirs dévolus à l'autorité administrative s'agissant des zones de protection que votre texte établit. Sachez que malgré ces questions, beaucoup des dispositions de votre texte ne soulèvent de notre point de vue aucune difficulté et que nous les soutiendrons volontiers. Notre butoir,
c'est bien sûr la Constitution, c'est aussi le fait de ne pas donner plus de pouvoir à l'autorité administrative dans le droit commun que celle-ci ne peut en obtenir dans le cadre de l'état d'urgence. Nous voulons bien reverser dans le régime de droit commun une version dégradée des pouvoirs que l'autorité administrative exerce pendant l'état d'urgence, mais nous n'aurons certainement pas un préjugé favorable pour toute disposition qui conduirait à augmenter les pouvoirs de l'autorité administrative dans les périodes de temps ordinaires par rapport à ceux qu'elle détient pendant l'état d'urgence. Voilà, Monsieur le ministre d'État, ce que je voulais vous dire pour vous accueillir dans cette maison que vous connaissez bien et avec cette commission des lois dont vous avez été un membre actif, ce dont je vous remercie. Vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, vous avez bien voulu adopter hier, en séance publique, le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre, ce dont je vous remercie. Comme je l'ai indiqué hier, nous souhaitons aujourd'hui mettre fin à l'état d'urgence qui, par définition, ne peut pas être un état permanent et qui, vous le soulignez, se révèle par certains aspects très restrictifs en termes de liberté publique. Cette volonté forte a été réaffirmée lundi par le président de la République. Elle suppose toutefois au préalable d'adapter les moyens de lutte contre le terrorisme dans le droit commun. C'est pourquoi nous avons proposé ce projet de loi. Son objectif est simple, il s'agit de garantir hors d'état d'urgence l'efficacité de la lutte antiterroriste tout en veillant à la préservation de la plénitude des libertés publiques. Je rappelle, mes chers collègues, que c'est un sujet grave car le niveau de la menace terroriste qui marque notre pays reste extrêmement élevé. Évidemment, on peut se rappeler la séquence que nous avons vécue depuis Charlie Hebdo, qui a vu 239 personnes succomber et plus de 900 personnes être touchées dans leur chair, et se rappeler évidemment de l'ensemble de ces victimes. On peut aussi se rappeler que les signaux constatés sur notre sol avec l'attentat des Champs-Élysées qui a coûté la vie à un de nos policiers le 20 avril, avec la tentative d'attentat du parvis de Notre-Dame et celle récente qui visait un escadron de gendarmerie sur les Champs-Élysées, montrent que la menace est toujours importante. Elle a peut-être un peu changé de nature, mais ce changement de nature ne la rend pas plus simple à gérer. Nous avions en effet, je dirais, dans les premiers temps, une menace qui était portée en organisation avec Daesh et le prétendu État islamique, et des actions qui étaient extrêmement organisées, en tout cas qui étaient menées en synergie. Est arrivé dans un deuxième temps, le temps de la propagande, où ce n'était plus forcément des gens qui étaient partis sur le sol irako-syrien, qui commettaient des attentats, mais où par une propagande, Daesh sur les réseaux sociaux indiquait les voies et les moyens de pouvoir commettre un certain nombre d'attentats sur le sol français. Ce qui fait que nous sommes passés d'une menace qui était, on va dire, exogène à une menace qui devient endogène. Et lorsque, comme ministre de l'Intérieur, je regarde le nombre de dossiers que les services peuvent suivre, je me dis que le niveau de menace reste extrêmement élevé. Vous savez, par exemple, que pendant la période électorale,
Nous avons ainsi déjoué avec les services 2 attentats qui auraient pu faire de nombreux morts, à la fois une jeune fille à Montpellier qui donc voulait commettre un attentat avec une bonbonne de gaz, et puis 2 individus à Marseille qui avaient des explosifs, des armes lourdes pour commettre un attentat dans un meeting politique. Si cet attentat avait été commis dans ce meeting politique, alors pour le coup, ça serait les Français qui se seraient dressés les uns contre les autres, et ce que cherche Daesh, à savoir le fait de dresser les Français les uns contre les autres, et de faire en sorte que finalement une division profonde s'instaure dans notre communauté nationale, aurait pour le coup pu être effectuée, parce que je pense que cet attentat-là en particulier n'aurait pas été sans répercussion sur notre vie nationale, sur la vie politique nationale, mais plus largement sur la vie de l'ensemble de nos concitoyens. Donc, face à cette menace, nous essayons d'agir à tous les niveaux. D'abord, au niveau européen, et au cours de ces premières semaines, comme ministre de l'Intérieur, j'ai rencontré tous mes homologues ministres de l'Intérieur des pays européens pour pouvoir échanger avec eux sur effectivement le niveau de la menace dans nos pays respectifs. Je me suis entretenu en particulier avec le ministre de l'Intérieur britannique après les attentats de Manchester et de Londres. Et donc, malgré le Brexit, nous avons dit que sur le plan de la sécurité et en particulier du terrorisme, nous continuerions à travailler de manière extrêmement étroite, parce qu'il en va de notre sécurité. De la même manière que j'ai des rencontres fréquentes avec, j'en suis à ma 3e en l'espace de 2 mois, avec mon collègue ministre de l'Intérieur allemand, parce que effectivement, ce sujet du terrorisme est un sujet de préoccupation pour nos 2 pays. Alors, vous nous avez dit, j'ai écouté ce que vous disiez dans la séance publique que nous avions eue hier. Vous nous avez dit d'abord, il faut essayer de pouvoir travailler sur une meilleure prise en charge de notre appareil d'État, de notre sécurité intérieure, plutôt que de faire des lois nouvelles. C'est évidemment ce que nous faisons. Je veux signaler par exemple à la Commission que les effectifs de la DGSI seront passés de 3301 unités en 2014 à 4480 à la fin de l'année 2017, c'est-à-dire que nous sommes encore en train de recruter pour faire face à cette présence de la menace terroriste. Nous organiserons une meilleure coordination entre les services. Vous savez que c'est l'objet de la création de la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme voulu par le président de la République, qui est voulu qu'entre les services, on va dire, s'occupant de l'extérieur et les services s'occupant de l'intérieur, il y ait une meilleure coordination de manière à avoir un échange d'informations qui soit le plus poussé possible. Et je souhaite évidemment, dans les mois à venir, mais vous me permettrez de prendre mes marques, que nous progressions sur les questions d'organisation interne au ministère de l'Intérieur. Nous travaillons à traiter les problèmes spécifiques qui peuvent se faire jour et que nous pouvons constater par le travail que je suis en train d'effectuer avec les services. Par exemple, par rapport à l'attentat manqué des Champs-Élysées, nous ne manquerons pas de prendre un certain nombre de dispositions, puisque vous savez
que la personne qui voulait commettre cet attentat était une personne qui était inscrite au fichier S et qui en même temps était détenteur d'armes de manière tout à fait légale. Donc évidemment, c'est un signe de dysfonctionnement. J'ai écrit dès les jours suivants à l'ensemble des préfets pour regarder ces situations-là. Et donc, nous allons travailler ensemble. En particulier, j'ai demandé au préfet d'identifier l'ensemble des individus inscrits au fichier de suivi et de prévention du risque terroriste, le FSPRT, qui est, comme vous le savez, celui qui fiche les personnes qui sont en situation de radicalisation, de manière à pouvoir agir et évidemment à traiter les problèmes. Nous en avons repéré une centaine et donc les préfets sont en train d'agir pour faire en sorte que l'on revienne à un état normal par rapport à ce qui, à tous nos concitoyens, est apparu, je crois, comme un dysfonctionnement important. Toutes ces mesures, évidemment, sont profondément utiles, chers mesdames et messieurs les sénateurs, j'allais dire chers collègues. Toutefois, elles ne pourront être pleinement efficaces que si nous renforçons significativement, hors état d'urgence, notre arsenal législatif en matière de lutte antiterroriste. C'est là l'objet de notre discussion aujourd'hui. Vous savez, vous me l'avez rappelé hier, que depuis 2012, de nombreuses lois ont été votées, 6 lois précisément, et que beaucoup, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, hier, l'ont été à l'instigation du Sénat et nous ont permis de renforcer les dispositifs que nous pouvions avoir. Et donc le Sénat a pris tout son rôle dans l'élaboration d'un nouveau cadre juridique, étant souvent à l'initiative des propositions votées par le Parlement. Pour autant, compte tenu de ce que je viens de vous dire et du caractère protéiforme et évolutif de la menace terroriste, de nouveaux outils s'avèrent aujourd'hui nécessaires. C'est pourquoi, à la demande du président de la République, j'ai souhaité porter et vous présenter ce projet de loi. La philosophie de ce projet est claire, je l'ai déjà souligné hier. Il s'agit de garantir l'efficacité de la lutte antiterroriste tout en préservant en permanence nos libertés. En préambule, je veux d'abord indiquer que dès l'automne, quand nous sortirons de l'état d'urgence et que nous appliquerons cette nouvelle série de mesures, nous permettrons aux Français de gagner dans leur liberté, puisqu'un certain nombre de mesures ne seront plus possibles. Je pense par exemple au contrôle d'identité et aux réquisitions des préfets, c'est-à-dire que dès le 1er novembre, des libertés seront restituées aux Français. Venons-en maintenant au détail du projet de loi. Je commencerai évidemment par le premier point, la question des périmètres de protection. Je crois que c'est un sujet sur lequel il peut y avoir consensus, parce qu'il me semble difficile de pouvoir organiser des grands événements publics sans qu'il y ait un minimum de sécurité qui soit assuré et sans que les préfets puissent assurer et prendre un certain nombre de dispositions. Je vous rappelle que par rapport à l'état d'urgence, nous avons fait en sorte que les dispositifs puissent être resserrés, c'est-à-dire que, par exemple, il y aura la capacité de pouvoir avoir donc des palpations, que celles-ci seront faites évidemment sous le contrôle d'agents de police ou bien de gendarmerie, et que toutes les personnes qui ne voudront pas
subir ces palpations pourront évidemment retourner hors du périmètre de protection, sous la protection et raccompagnés par un gendarme ou un policier. Que par ailleurs nous prévoyons un certain nombre de dispositions pour celles et ceux qui habiteraient à l'intérieur du périmètre. Et permettez-moi de vous dire, et là c'est le maire de Lyon qui parle, que je sais, quand nous avons organisé l'Euro 2016 par exemple, c'était sur la place Bellecour, il y a dessous un parking, et donc nous avons été obligés de demander évidemment de vider l'ensemble des voitures parce qu'on ne pouvait avoir le risque d'avoir un véhicule qui vienne avec une bombe dedans et qui fasse évidemment de nombreux morts parmi celles et ceux qui assistaient à l'Euro 2016. Donc voilà pour la première mesure. Pour ce qui concerne la deuxième mesure, la fermeture administrative des lieux de culte. Alors là aussi, nous avons restreint, si on regarde par rapport à la loi d'urgence, c'était finalement dans la loi d'urgence la possibilité d'avoir un certain nombre d'appels aux troubles à l'ordre public. Là, nous avons défini de manière très précise, et d'ailleurs nous l'avons défini dans tous les articles, que c'était effectivement pour appel à commission d'un certain nombre de crimes organisés et plus simplement sur des notions de mise en cause de l'ordre public qui soient considérées comme relativement larges. Nous avons par le passé, dans l'état d'urgence, fermé 16 lieux de culte. Nous en avons, donc ce n'était pas déjà disproportionné, nous en avons aujourd'hui 3 que nous voulons fermer parce qu'il nous semble présenter un danger caractérisé et que, évidemment, lorsque un certain nombre de prêches peuvent être faits ou lorsque sur les lieux du culte peuvent être lancés des appels à la commission d'attentats sur le sol national, il convient que nous prenions un certain nombre de mesures. Je rappelle que là aussi, nous avons resserré le dispositif, puisque le lieu ne peut pas être fermé avant 48 heures, et donc qu'il y a une possibilité de la part de l'association de recours d'un référé devant le tribunal administratif et que c'est celui-ci qui peut se prononcer. Par rapport à ce que nous proposait le Conseil d'État, qui nous disait de pouvoir fermer pour 3 mois, nous avons décidé de maintenir à 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas, et j'en ai des exemples concrets dans le département du Rhône, de fermer définitivement un lieu de culte, mais éventuellement de le remplacer par une autre association, de retravailler avec un certain nombre de gens qui, cette fois-ci, peuvent être des gens de confiance, et donc de pouvoir réouvrir le lieu de culte. Mais cela est difficile à effectuer en 3 mois, et c'est pour cela que nous avons proposé, en 4 mois, proposer un délai de 6 mois et de 6 au lieu de 4, oui, c'est ça, de 6 mois au lieu de 4 mois, de manière à pouvoir avoir le temps de reconstituer effectivement une association. Moi, j'ai eu à gérer 2 de ces cas où nous avons effectivement changé totalement les dirigeants de l'association. Troisième mesure qui là cause, j'ai compris donc à votre commission, plus de soucis que les 2 premières, c'est la création d'un régime de surveillance individuelle sur décision du ministère de l'Intérieur. On a beaucoup dit hier que
cette loi n'était qu'une transposition de l'état d'urgence. Ce n'est pas le cas. Dans cette loi, en effet, les assignations à résidence qui étaient prévues dans l'état d'urgence n'existent tout simplement plus. Concrètement, cela veut dire qu'aujourd'hui, les 6264 individus actuellement assignés à résidence ne seront plus astreints à rester dans leur domicile, mais qu'ils verront le périmètre évidemment élargi. Ce qui signifie que tout en demeurant sous le contrôle des services, ils pourront pouvoir avoir le département comme lieu de séjour pour des raisons familiales ou professionnelles, et qu'ils pourront, s'ils en font la demande, porter un bracelet électronique qui leur permettra même de sortir de son périmètre. En outre, comme nous l'avons indiqué, nous leur demanderons de pouvoir communiquer leurs identifiants, mais jamais leur numéro de code, et donc il n'y aura pas de surveillance des conversations qu'ils pourront effectuer. Donc nous avons mis comme condition, je cite, qu'il faudra que la personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publique en lien caractérisé avec une entreprise terroriste, ce qui n'est quand même pas le cas de l'immense majorité de nos concitoyens. Enfin, quatrième point emblématique de la loi, le régime de visite et saisie à domicile. Hier, dans le cadre de l'état d'urgence, il s'agissait de perquisitions qui pouvaient être menées à la discrétion de l'autorité administrative pour prévenir un trouble à l'ordre public. Et cela s'est avéré profondément utile, puisque les 4400 perquisitions administratives réalisées depuis novembre 2015 ont par exemple permis de saisir 600 armes, dont plus de 78 armes de guerre. Certes, depuis la dernière prorogation, le rythme de ces perquisitions a nettement décru, puisqu'il s'en décide actuellement moins d'une par jour. Mais, Monsieur le Président, les deux cas que je vous citais tout à l'heure et qui étaient d'une particulière gravité, le cas de Marseille et le cas de Montpellier, n'auraient pas pu être menés dans le cadre d'une procédure judiciaire normale, et c'est parce que nous avions cette possibilité de pouvoir vérifier un doute que nous avons pu éviter cet attentat. Et donc ce type de mesure nous semble devoir être maintenu si nous ne voulons pas demain pouvoir aller au-devant d'un certain nombre de nouveaux attentats. La mesure de visite et saisie inscrite dans le projet de loi permet donc de garantir l'efficacité constatée dans le cadre de l'état d'urgence, mais elle vise aussi à renforcer significativement la protection des libertés. En effet, le fait que nous pourrons visiter les domiciles des personnes, nous en avons conscience, peut constituer une menace sur les libertés si elle n'était sans contrôle. C'est pour cela que pour ce point-là, nous avons voulu que les libertés soient garanties conformément à nos exigences constitutionnelles et conventionnelles par un double contrôle du juge. D'abord, le procureur de Paris, qui sera informé préalablement de toute visite et pourra, s'il estime que les conditions sont réunies, immédiatement judiciariser ce renseignement et reprendre l'enquête à son compte. Ensuite, parce que cela nous semblait effectivement le plus
le plus important du point de vue des libertés, le fait de pouvoir perquisitionner un domicile. Pour ce quatrième point, nous avons voulu que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, c'est là l'innovation majeure du texte, puisse autoriser la visite et la saisie, contrôler ensuite l'exploitation des matériels saisis. Il y aura donc, de la même manière qu'aujourd'hui, il y a un procureur spécialisé dans le terrorisme, il y aura un juge des libertés qui aura à connaître de tous les problèmes terroristes et qui ainsi sera à même d'apprécier si ce que nous faisons est évidemment nécessaire ou si c'est démesuré, non proportionnel par rapport à la protection des libertés. Quelques autres articles, mesdames et messieurs, mais sur lesquels je pense qu'il n'y a pas besoin d'intervenir très longuement. D'abord, c'est la création d'un système national de centralisation des données issues des dossiers des passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France, distinct du système PNR qui concerne les passagers du transport aérien. Il nous permettra de déceler des individus dangereux qui entreraient sur le territoire ou voyageraient à bord de ferries faisant la liaison avec nos côtes. C'est un sujet qui aurait pu devenir d'actualité si nous n'y avions pas fait attention dans les temps qui viennent de s'écouler. Autre point, l'établissement d'un cadre juridique pour les opérations de surveillance des communications hertziennes. Cette mesure tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016, par laquelle ont été censurées avec effet différé au 31 décembre 2017 les dispositions du Code de la sécurité intérieure définissant les règles applicables aux opérations de surveillance de ces communications électroniques empruntant la voie exclusivement hertzienne sans impliquer l'intervention d'un opérateur de communication électronique. Il s'agit donc d'une mesure technique qui n'en demeure pas moins extrêmement utile pour nos services. Enfin, nous prévoyons le renforcement des possibilités de contrôle aux frontières avec l'élargissement des possibilités de contrôle dans la zone frontalière intérieure aux abords des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, avec aussi l'extension de la possibilité du contrôle à 12 heures consécutives contre 6 heures aujourd'hui. L'idée de ce dispositif est conforme à la philosophie de l'ensemble du projet de loi. Il s'agit, sans remettre en cause la libre circulation des biens et des personnes, de renforcer nos marges de manœuvre face à une menace terroriste durable. Et nous venons hier d'avoir une information sur des problèmes qui pouvaient se poser à nouveau entre la France et la Belgique, et de gens qui étaient à la fois en France et en Belgique et qui pouvaient correspondre entre eux et qui auraient pu demain peut-être commettre un certain nombre d'actes dont aujourd'hui nous ne connaissons pas encore, mais nous sommes en train d'enquêter. La justice est en train d'enquêter, avoir à connaître les conséquences. Voilà donc, mesdames et messieurs les sénateurs, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, avoir une discussion plus approfondie sur l'ensemble des points, et je suis à votre disposition pour répondre à un certain nombre de questions que vous pouvez effectivement vous poser. Je vous remercie, Monsieur le ministre d'État. Je vais donc maintenant donner la parole d'abord aux rapporteurs, puis à ceux de nos collègues qui souhaitent s'exprimer, soit pour des observations, soit pour des questions. Je voudrais vous dire, Monsieur le ministre d'État, après vous avoir entendu, que je pense que beaucoup de nos collègues auront déjà été rassurés par un certain nombre de précisions que vous nous avez apportées.
Nous sommes ici pleinement conscients de la légitimité de ce combat crucial que vous conduisez contre le terrorisme. C'est un combat éreintant, d'abord pour les forces de l'ordre, mais je sais pour le ministre en charge lui-même. Notre disponibilité pour enrichir les moyens d'action de l'État contre ce fléau, notre disponibilité est évidemment très grande. Vous avez vous-même rappelé toutes les initiatives prises par le Sénat dans ce domaine. Mais pour autant, nous avons à faire notre travail de législateur. Et pour cela, nous devons vérifier qu'il n'existe pas d'autre moyen que ce que vous proposez, au moins aussi efficace pour atteindre les fins que vous vous êtes justement assignés. Nous devons aussi vérifier que les moyens que vous nous demandez sont proportionnés à ces objectifs poursuivis, et nous allons nous assurer du respect des garanties fondamentales de l'état de droit. C'est ainsi que nous avons toujours cherché à avancer dans la lutte contre les terrorismes. Et je sais que Michel Mercier, qui a déjà bien avancé le travail du rapporteur, comme Michel Boutan, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, sont dans le même état d'esprit. Je donne donc la parole à Monsieur Michel Mercier. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues. Peut-être, avant de poser des questions très précises à Monsieur le ministre d'État, je veux le remercier de l'effort de pédagogie qu'il fait depuis plusieurs jours sur ces textes, avec hier le débat sur la prorogation de l'état d'urgence et aujourd'hui sur la présentation du texte qui, selon le gouvernement, doit permettre de sortir de l'état d'urgence. Mais pour ma part, je voudrais dire, et ce n'est pas une boutade, que je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'état d'urgence doit être jeté aux orties. Pourquoi ? Deux raisons. Comme vous l'avez fort bien expliqué, Monsieur le ministre d'État, la menace terroriste reste à un très haut niveau. Elle reste à un très haut niveau, c'est le premier point, et l'état d'urgence a montré son efficacité. Deuxièmement, l'état d'urgence d'aujourd'hui n'est pas l'état d'urgence de 2015. Et depuis 2015, de nombreux textes, une jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, récemment, ont encadré les pouvoirs que l'état d'urgence donne à l'autorité administrative. Et troisième observation, si ça peut paraître un peu une liturgie, que 6 fois nous ayons débattu de la prorogation de l'état d'urgence, il ne faut pas oublier que ce sont 6 débats au Parlement, où le Parlement a pu analyser les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence par l'autorité administrative, donner son avis, et que dans le cadre du suivi de l'état d'urgence, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat ont été destinataires de toutes les informations qui étaient nécessaires pour suivre cet état d'urgence. Et je veux d'ailleurs remercier le ministère de l'Intérieur, les hauts fonctionnaires qui, très scrupuleusement, nous ont régulièrement informés de toutes les mesures et des conséquences qui étaient prises. Donc, moi, je ne veux pas dire qu'il faut à tout prix supprimer l'état d'urgence, parce qu'il est utile, et je sais aussi que si on le supprime, on peut le remettre le quart d'heure suivant. Et qu'il ne faut pas se priver de cette possibilité. Et cela explique un peu le projet que vous nous soumettez, Monsieur le ministre d'État. Parce qu'on voit bien qu'il y a un côté où il faut expliquer à la population pourquoi on ne proroge plus l'état d'urgence, parce qu'il ne peut pas être permanent. D'accord ? On n'en sait rien. C'est la menace qui est permanente, ce n'est pas l'état d'urgence. Et deuxièmement, si on ne prononce pas l'état d'urgence, mais il faut avoir des mesures qui soient celles de l'état d'urgence pour que ça marche. Et on se trouve donc dans cette situation. Avoir des mesures d'état d'urgence un peu dégradées dans le droit commun, et c'est ce qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, dégradé, ça veut dire, c'est peut-être pas le bon mot,
parce qu'il faudrait dire plus respectueuse des libertés publiques que celles qu'on a directement dans l'état d'urgence, pour avoir quand même, pour l'autorité administrative, des pouvoirs accrus. Alors, de ce point de vue, le texte que vous nous présentez présente d'abord une garantie qui est très importante, c'est que toutes ces mesures n'ont trait qu'à la lutte contre le terrorisme. Il faut bien montrer qu'il s'agit là d'une sorte de droit spécial, du droit pénal spécial du terrorisme qui est mis en place par ce texte et que toutes les mesures dont on a parlé peuvent être mises en œuvre par l'autorité administrative que si elles visent des personnes dont on soupçonne, avec des formules, passerait la lecture, qu'elles appartiennent à la mouvance terroriste et qu'elles peuvent passer à l'acte. De ce point de vue, ce que vous nous avez indiqué, Monsieur le ministre d'État, c'est... moi, je suis très frappé par la question des zones de protection. Je pense que c'est peut-être la mesure la plus importante du texte, même si elle n'apparaît pas comme cela dans la loi. Mais si on regarde, si on lit bien le texte, si on regarde bien, et si on voit comment les choses se sont passées, on voit bien que ces zones de protection, elles sont essentielles. Et que les pouvoirs qui sont donnés de l'autorité administrative, notamment en matière de contrôle d'identité, sont importantes dans ces zones, enfin en matière de contrôle général des personnes qui sont dans ces zones de protection, c'est quelque chose qui est très important. Alors, le gouvernement veille à respecter le domicile, puisqu'on ne pourra pas empêcher quelqu'un de pénétrer dans cette zone pour rentrer chez elle. Peut-être faut-il y ajouter la question du travail, si la zone doit rester en place trop longtemps pour que la vie familiale puisse continuer à bien fonctionner. Mais moi, je dois dire que je n'ai pas, sur ce point, de critique fondamentale à faire, parce que je crois que c'est une mesure qui est extrêmement importante et très pratique pour l'autorité administrative pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Je laisserai mon collègue tout à l'heure parler des questions plus techniques qui tiennent au renseignement sous toutes ses formes et dans lesquelles il est bien plus compétent que moi. Mais je veux dire deux choses, deux ou trois mots, et vous poser quelques questions sur les assignations à résidence et les perquisitions. Sur la fermeture administrative des lieux de culte, je crois que nous pouvons être d'accord sans problème, il n'y a pas de critique particulière, il faut simplement prendre la précaution de veiller à ce que la liberté qui est celle de pouvoir exprimer sa religion puisse exister, pas dans ce lieu de culte, mais dans un lieu de culte qui ne soit pas trop éloigné, de telle façon qu'on respecte la liberté constitutionnellement garantie d'exprimer et conventionnellement garantie d'exprimer sa religion. S'agissant des assignations à résidence et des perquisitions, j'ai bien compris, Monsieur le ministre d'État, que ce sont deux mots qu'il faut que j'abandonne. Ce sont des visites gentilles organisées par l'administration. Je pense que servira le thé, les gâteaux, tout sera là. Mais en attendant, on va quand même prendre les mots qu'on connaît pour exprimer des actions qui sont bien connues. S'agissant des assignations, vous nous dites on est plus attentif que dans le régime de l'état d'urgence. C'est vrai. Dire le contraire, ce serait inexact, donc je ne vais pas le dire, c'est tout à fait vrai. On n'est pas astreint à rester dans un appartement, dans une maison, mais sur un territoire donné. Peut-être faudrait-il faire attention, parce que vous qui connaissez bien le département du Rhône, qui vous élit depuis si longtemps, c'est pas la même chose, monsieur le ministre d'État, d'être astreint à résidence à Lyon, qui a je ne sais pas combien de milliers de kilomètres carrés, et puis plein d'activités que l'on peut faire, ou d'être à Rivry, où il y a 15 c'est tellement petit, c'est plus grand, mais je cherche Rivry parce que c'est une commune qui est décomposée que d'une place.
avec un arbre. Donc, si on garde que la commune, il faut peut-être faire un peu attention à cela et mieux définir le territoire sur lequel on affirme. Ce sont des questions pratiques que l'on peut aménager sans aucun problème. La vraie question qui se pose, c'est bien sûr celle de la durée de l'assignation à résidence. Si on regarde le régime qui a été mis en place pour contrôler les gens qui reviennent des théâtres d'opération, c'est un régime qui a été mis en place il y a quelques mois, qui fonctionne bien, qui a été contrôlé par le juge constitutionnel et régulièrement par le juge administratif, et qui est un peu plus restreint que celui que vous nous proposez pour l'assignation de droit commun que vous voulez créer. Je pense qu'il y a une question de principe d'abord. Parce que si on veut construire pour le droit ordinaire des mesures vraies, mais inférieures en termes d'atteinte aux libertés publiques à celles que l'on a dans l'état d'urgence, il faut regarder un peu cette histoire de contrôle des gens qui reviennent des territoires de Syrie et autres, enfin des territoires d'action du terrorisme, au Mali, je ne sais pas où, et qui ont un régime de durée d'assignation plus courte que celui qui est prévu dans la loi. Je pense donc qu'il faut que, pour le moins, et j'aimerais que vous nous disiez si vous partagez cet avis, on puisse être attentif aux conditions de renouvellement de la durée d'assignation. L'avis du Conseil d'État est très sévère sur cette affaire, puisque si j'ai bien lu cet avis du Conseil d'État, et si j'ai bien écouté ce que les plus hautes autorités de cette haute assemblée m'ont dit, le Conseil d'État fixe dans son avis, qu'on n'est pas obligé de suivre, une durée maximale non renouvelable. Je peux comprendre que l'administration ait besoin d'avoir une assignation renouvelée. Mais dans ce cas, je pense qu'il faut qu'on trouve une garantie supplémentaire de la liberté et peut-être, puisque l'article suivant prévoit que le JLD de Paris est consulté, permet par ordonnance la perquisition, peut-être qu'il pourrait le même permettre le renouvellement de l'assignation à résidence et que cela ferait, je crois, un utile contrôle sans que ce soit insurmontable pour l'autorité administrative et qu'il nous éviterait d'aller jusqu'à la mise en œuvre de l'avis du Conseil d'État qui me semble peut-être un peu trop dur pour l'action administrative. Sur les perquisitions, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Moi, je suis d'accord pour les laisser telles qu'elles sont. Et telles qu'elles sont, vous n'allez pas en faire beaucoup, mais elles vont être utiles dans un cas. C'est pour permettre de lever le doute. Et c'est dans cette hypothèse-là que la perquisition telle qu'elle est prévue par la loi peut être utile et nécessaire. Parce que autrement, les informations que vous allez devoir donner au JLD seront telles que, et vous avez justement prévu qu'en même temps que l'autorité administrative saisira le JLD de Paris, elle devra informer le procureur de Paris. Et vous aurez donc, dans la plupart des cas, donné suffisamment d'éléments au JLD de Paris pour que le procureur puisse dire « je prends l'affaire et je judiciarise ». Il y a un cas dans lequel ça marchera, il ne pourra pas le faire, c'est quand ce sera une situation de doute et qu'il faudra aller au bout pour lever le doute. Et dans cette hypothèse-là, moi, je suis assez prêt à accepter la mesure et à proposer à la Commission de suivre dès lors qu'il y a ce double problème. Je pose quand même une petite question que je n'arrive pas bien enfin, je ne sais pas comment conclure sur cette affaire. La perquisition demeure une mesure de police administrative. Elle est permise par le GLD, dont l'ordonnance peut être contestée en appel devant le premier président de la Cour d'appel et peut faire l'objet de recours en cassation. Ma question est simple, Monsieur le ministre. Est-ce que c'est encore une mesure de police administrative? Est-ce que le juge administratif pourra être saisi autrement que dans un recours en responsabilité? Parce qu'il est bien certain que si on casse la porte, par exemple, pour rentrer,
on retrouvera la responsabilité administrative normale. Mais si on suit ce qui est écrit dans le texte, il n'y a plus de contrôle du juge administratif sur la perquisition administrative parce que c'est le juge judiciaire qui reprend la main sur cette affaire. Et je crois qu'il serait utile de préciser cela. Le terrorisme est protéiforme, il change les habitudes, c'est évident. Et je crois qu'on peut changer aussi les choses. Mais que nos catégories juridiques sont naturellement un peu bouleversées pour avoir l'efficacité nécessaire pour lutter contre le terrorisme. Alors, on peut accepter, mais il faut qu'on le précise correctement. Voilà les quelques questions et remarques, Monsieur le Président, que je souhaitais faire en ce moment. Monsieur le ministre d'État, je vous propose de donner la parole à l'ensemble de mes collègues et ainsi vous pourrez répondre globalement. Merci, cher Michel Mercier. Monsieur Boutan. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, concernant l'exception hertzienne, vous avez dit il y a quelques instants qu'il s'agissait d'un point essentiellement technique. Vous avez raison, mais il faut dire également que derrière ce volet technique se cache d'abord une décision du Conseil constitutionnel qui a indiqué que cette exception hertzienne, c'est-à-dire qui consiste pour l'ensemble des services à intercepter un certain nombre de communications, n'était plus admissible parce qu'il portait atteinte au droit et au respect de la vie privée. Parce que ce champ est extrêmement large. Dans la voie hertzienne, il y a une partie de communication privée, et puis il y a il y a des voies hertziennes publiques. Pour parler plus simplement, pour essayer de vulgariser mes propos, je veux dire tout ce qui, par exemple, concerne les radioamateurs ou les personnes qui utilisent des talkie-walkie, on est là, si vous cherchez vous-même la fréquence, vous allez pouvoir intercepter par vous-même des conversations, et c'est d'ailleurs le jeu même des radioamateurs. Qui essaie de chercher le plus loin possible des interlocuteurs. Donc il s'agissait de restreindre ce champ sur lequel la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement n'avait aucune prise. On peut dire qu'avec la délibération qui a été produite par la CNCTR, on a considérablement réduit ce champ. C'est-à-dire que les interceptions tombent sous le coup du droit commun et donc devront, de la part des services, faire l'objet d'une demande qui sera instruite pour avis par la CNCTR, ensuite transmise à Matignon pour accord ou non. Il n'en reste pas moins que pour ce qui est plus particulièrement des mesures mises en œuvre par les militaires et par les armées, et en particulier à l'extérieur, cette exception hertzienne, elle demeure. Mais par rapport à l'ensemble des communications qui pouvaient être passées, y compris les satellitaires, et vous voyez vous imaginez ce que peuvent représenter les communications qui passent par le satellite. Alors, la précision a été apportée, je ne sais plus si c'est par le président de la commission des lois ou par le rapporteur, Michel Mercier, mais bien entendu, lorsque ces communications par voie hertzienne passent par un opérateur, nous sommes dans un autre champ. Nous sommes dans un autre champ. Donc, je veux dire que la proposition qui a été faite ici par la CNCTR, puisque le Conseil constitutionnel lui a confié cette mission jusqu'à la fin de cette année 2017, de vérifier que
le champ d'intervention des services de renseignement était quand même conforme à la légalité et qu'on ne s'adonnait pas à des interceptions, d'officine, pour parler assez simplement. Donc les choses se présentent plutôt bien, et en matière de garantie des libertés publiques, c'est un pas important qui est fait grâce à la restriction des interceptions dans le domaine des communications par voie hertzienne. Si vous permettez maintenant, Monsieur le ministre d'État, je souhaiterais vous poser une question relative au PNR. Vous avez évoqué dans vos propos la question d'un contrôle des flux de voyageurs par voie maritime. Bien. Il y a toujours une question qui est en suspens, qui est celle de la coopération internationale en matière de PNR et utilisée à des fins antiterroristes. Est-ce que vous pourriez faire un point sur cette question-là en particulier, notamment sur la coopération avec les pays voisins, nos homologues, mais aussi d'autres pays tels que l'Australie, les États-Unis ou le Canada. Et puis la deuxième question qui concerne également le PNR, est-ce qu'il y a concomitance avec la coopération européenne entre nos services de renseignement? Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Jean-Yves Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, sur l'évolution du risque et l'indispensable évolution de nos dispositifs législatifs, compte tenu finalement de ce que nous imposent les évolutions technologiques et de leurs usages par les terroristes, je pense que nous serons d'accord. Compte tenu de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, le périmètre de protection semble effectivement quelque chose de particulièrement utile. Par contre, il y a des choses que je ne comprends pas. Sur la fermeture des lieux de culte, ce qui pourrait caractériser une action administrative, c'est aussi finalement ce qui déjà caractérise des infractions qui permettraient de judiciariser. Donc pourquoi doubler? Finalement, si on double les opérateurs, d'une part la police, d'autre part la justice, qui peuvent, face à une même situation dangereuse, réagir, on multiplie les responsabilités et finalement plus personne ne sera responsable. En 2014, nous avons voté des infractions à l'apologie du terrorisme qui permettraient déjà de faire les choses. Et cette dualité, finalement, on la retrouve aussi sur les perquisitions ou sur les assignations à résidence, nouvelle version. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit hier sur le sujet. Finalement, on a l'impression que ce projet de loi va créer sur des situations uniques des capacités de réaction, soit de la police, soit de la justice, qui vont multiplier les responsabilités et finalement ne pas décider qui doit absolument réagir. Finalement, on risque d'aller vers des complications. Et cette complication, on la voit aussi dans ce qu'a dit notre rapporteur sur finalement l'intervention du JLD, qui est indispensable compte tenu des privations de liberté qui sont envisagées, mais qui conduit finalement à une espèce d'hybridation qui, là encore, pose problème. Donc, moi, je suis très réservé sur ces aspects, au-delà de ce que ça coûte aux libertés, comme évolution, et sur le rôle du JLD. Une réflexion aussi sur le PNR, et même si le Conseil d'État reconnaît au législateur national la possibilité d'aller loin dans l'exploitation des données qui seront obtenues, il me semble qu'en matière de coopération européenne, si on veut aller loin en commun, ce qui est finalement indispensable à l'efficacité, parce que finalement les opérations se font entre plusieurs pays, l'important, c'est que nous avancions tous au même rythme.
Si à chaque fois qu'on nous donne une possibilité, alors que nos partenaires, finalement, le PNR, on a eu du mal à convaincre. Si on utilise toutes, et même peut-être au-delà... Je me permets de vous interrompre je parce finis. que plusieurs de nos collègues veulent aussi intervenir pour poser des questions. Et je vais devoir leur demander à eux d'être concis alors que vous ne l'aurez pas été, ce qui serait injuste. Donc, si vous pouvez arriver progressivement vers votre conclusion sans trop de délai. Mon interrogation sur ce plan est si nous utilisons tout ce qui nous est donné aujourd'hui par le PNR alors que nous avons beaucoup de partenaires qui étaient réservés, comment pourrons-nous convaincre alors que nous savons que d'autres pays sont réservés sur des choses qui mériteraient d'être avancées, je pense en partie aux cartes d'identité et à la biométrie, comment pourrons-nous convaincre pour aller plus loin tous ensemble? Et je crois que les propositions sont peut-être contre-productives. Merci mon cher collègue. Monsieur Jacques Bigot pour 2 minutes. J'en prendrai beaucoup moins, Monsieur le Président, parce que je suis obligé de quitter la séance. Et comme je n'aurai pas la courtoisie d'entendre la réponse de Monsieur le Ministre, je ne poserai pas ma question. Voilà, excusez-moi. Merci, chers collègues, et ça m'incite bien sûr à vous demander les uns et les autres d'être aussi concis que possible. Madame Sylvie Robert. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, une question très brève sur les fichiers. On sait que de nombreux fichiers ayant pour finalité donc la prévention et la répression d'actes de terrorisme ont été créés, modifiés, élargis. L'article 7 fait mention d'ailleurs d'une modification du CSI pour un nouveau traitement de données à caractère personnel. Ils sont placés sous la loi de 78, on le sait. Pour autant, la plupart ne sont pas soumis à un contrôle a posteriori. Et en d'autres termes, il ne semble pas exister un contrôle général de l'utilisation des données à caractère personnel qui figurent dans ces fichiers. Je voudrais savoir comment le gouvernement entend permettre un contrôle effectif de l'utilisation de ces fichiers, donc qui forcément intègrent des données, je dirais à caractère personnel, hautement sensibles. Merci. Merci, chers collègues, d'avoir respecté la règle de concision. Madame Blondin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, je voulais vous interroger sur l'article 1 et les zones, les périmètres de protection et leur articulation avec justement les professionnels des spectacles de rue et des festivals. Parce que depuis déjà plusieurs mois, ces professionnels sont soumis à des obligations de sécurité très strictes qui ont pour conséquence parfois d'annuler les festivals et les mettre en difficulté ou alors les obligent à solliciter des protections et des sécurités qui coûtent fort cher au festival. Or, ça se déroule l'été et vous savez que nous avons dit qu'il nous fallait continuer d'affirmer nos valeurs, de continuer à vivre et la République et la liberté d'expression et de création et de circulation dans l'espace public est essentiel. Un fonds d'aide avait été affecté par le ministère. Maintenant, qu'en est-il? Ou qu'allez-vous faire pour les accompagner? Merci, chers collègues. Je crois que le ministre d'État a parfaitement compris votre question. Monsieur Pierre-Yves Collombat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'espère que vous ne trouverez pas ma question incongrue. Selon certains spécialistes, je pense à Olivier Roy, depuis quelques années, la nature du terrorisme a changé et s'est modifiée. On n'aurait plus affaire à la radicalisation de zélotes musulmans, mais au contraire, disons, à l'islamisation de jeunes gens qui, par ailleurs, pour d'autres raisons, se sont radicalisés. Alors, pour un certain nombre de cas, quelle que soit l'origine de cette radicalisation, des mesures de police sont nécessaires. Par exemple, effectivement, des périmètres de protection, des investigations, en cas de doute, enfin, etc. Mais ça change quand même substantiellement, sur un certain nombre de points, le mode d'approche, ce qu'il faudrait faire. Et en particulier, l'accent qui a été mis jusqu'à présent, pas forcément à tort, hein, c'est pas ce que je veux dire, sur la surveillance des lieux de culte, enfin, etc. Parce que très souvent, ces jeunes gens ne fréquentent pas les lieux de culte. Alors, ma question, c'est
Est-ce que vous avez intégré cette dimension qui semble nouvelle du phénomène? Et si oui, quelles conséquences vous en avez tirées, notamment s'agissant du repérage et s'agissant aussi de ce qu'on a appelé la déradicalisation, qui n'est peut-être pas le meilleur mot à trouver selon les cas. Merci, chers collègues, de cette question précise. Monsieur Jean-Pierre Vial. Oui, très rapidement, Monsieur le ministre d'État, une question qui est d'ailleurs plus politique que technique par rapport à toute la présentation et le débat qu'il y a eu actuellement. Et je le dis avec d'autant plus de prudence que chaque fois que ce sujet est abordé, on fait remarquer que les terroristes sont d'abord des gens de chez nous et pas des gens qui viennent de l'extérieur. Mais ceci dit, et ça a été rappelé tout à l'heure, le terrorisme est protéiforme et utilise quand même. Et je crois qu'avec ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, c'est un sujet qui peut nous préoccuper. Je suis savoyard, un peu plus proche de l'Italie que de vous, Monsieur le ministre d'État, et nous savons la sensibilité qu'ont nos voisins italiens actuellement. Deux questions. La première, c'est que nous savons, dans le cadre de l'examen des dossiers des réfugiés, il y a, je dirais, une partie, ou même dans le cadre du droit d'asile, qui relève directement de la sécurité des services de l'intérieur. Or, nous savons que beaucoup souhaiteraient que l'examen du droit d'asile puisse relever d'une autorité et qui puisse être différente et donc en dehors du ministère de l'Intérieur. Ma question, je crois qu'on a tout à se féliciter que le travail qui est fait au niveau de l'instruction de ces dossiers, je le dis d'autant plus pour avoir rencontré il y a peu de temps